Je voulais remercier Myrcia, Sylvain puis Eugénia pour l'invitation, ainsi que l'INRS et la chaire pour l'organisation du colloque. Donc, je suis content de passer après mes deux collègues parce qu'il n'y a pas de choses qui rentrent en contradiction dans ce que je vais présenter. Moi, je vais me concentrer davantage avec Sylvain puis Marie-Pierre sur les inégalités de genre dans l'accessibilité, la réussite à l'enseignement supérieur. Donc, on est vraiment centré sur le genre. Et parce que c'est une question qui est... la question du genre est plutôt abordée dans l'accessibilité au niveau des études secondaires et un peu moins au niveau des études supérieures. Donc là, je parle du collégial à l'université. Et donc, nous, on a profité de l'occasion d'une... Je vais passer rapidement parce que j'ai beaucoup de résultats là. On a profité d'une recherche menée avec les 5 établissements d'enseignement supérieur de l'Estrie, ou les cantons de l'Est, je ne sais plus comment il faut appeler ça, qui sont membres du PRES, c'est-à-dire du pôle régional en enseignement supérieur de l'Estrie. Donc, ça regroupe l'Université de Sherbrooke, Bishop's University, Cégep de Sherbrooke, Collège régional de Champlain, anglophone, et le séminaire de Sherbrooke. Bishop's University, évidemment, aussi est anglophone. Donc, un des objectifs de la recherche, c'était de dresser un portrait statistique sur l'accès, la persévérance et la réussite scolaire des jeunes hommes inscrits dans les 5 établissements supérieurs de l'Estrie par rapport aux femmes, bien entendu. Donc ici, c'est une recherche qui est encore en cours, donc on vous présente seulement quelques résultats préliminaires que je vais préciser au fur et à mesure de la présentation. Donc, le portrait statistique a été établi en fonction, à la suite d'analyse secondaire, à partir des données administratives que nous ont transmis les établissements d'enseignement, évidemment, des données administratives dénominalisées, pour avoir sur une série d'indicateurs de progression dans les programmes d'études dans les établissements supérieurs du PRES. Donc, nous, on s'est concentré sur les DEC préuniversitaires, les DEC techniques et les baccalauréats. Donc, on oublie tout ce qui est AEC au collégial, par exemple, attestation d'études collégiales, ou encore les certificats ou les microprogrammes de premier cycle à l'université, en fonction du genre. Donc, les données, plus précisément, c'était l'accès au programme d'études. Donc, on avait reçu les moyennes générales ou la cotère à l'entrée, les demandes d'admission par les personnes étudiantes, les offres d'admission faites par les établissements d'enseignement et les inscriptions effectives par les personnes étudiantes. On n'avait malheureusement pas des données sur le statut socio-économique des parents. Et ça nous permettait ensuite le deuxième type de données, c'était la progression et la réussite au programme d'études. C'est-à-dire la durée des études, l'interruption, le changement de programme et finalement l'obtention ou non du diplôme. Toujours selon que ce soit les gars ou les filles. Donc, quand on parle d'abord des premières études d'un point de vue descriptif, on a regroupé ici collégial, donc les trois établissements collégiales. Et ici, les demandes d'admission pour l'universitaire. Ici, vous avez l'âge moyen des personnes qui ont fait des demandes d'admission, donc 20 ans à peu près au collégial et 22 ans à l'universitaire. Et on voit ensuite le nombre de demandes par personne. Donc, pour ceux qui sont plus familiers avec les demandes d'admission aux études supérieures, on sait que selon l'établissement, on peut faire une demande, 2 demandes. Il y a des stratégies scolaires qui sont faites par les étudiants à ce niveau-là. Et donc, on voit que on peut faire 1 demande, 2 demandes, 3 demandes, voire 4 demandes. Dans le cas de Bishop, ce qui est particulier, c'est qu'il y a une certaine flexibilité. C'est-à-dire que l'étudiant dépose une demande d'un programme, mais ensuite, l'université offre une certaine flexibilité, c'est-à-dire qu'il peut ensuite, s'il fait une demande, par exemple, je ne sais pas, mon génie, il peut ensuite changer cette demande-là pour la faire dans un autre programme. Donc, c'est un cas particulier pour Bishop. Quand on regarde ensuite les statistiques descriptives sur les demandes d'admission, les offres d'admission et les inscriptions, on voit que du nombre de demandeurs, par exemple, au collégial, plus de 3500, il y en a presque 85% qui ont reçu une offre d'admission par l'établissement. Et ensuite, sur ce 3500, seulement 65% se sont inscrits à l'université, au collégial. Donc, 65% sur 3500. À l'université, sur près de 13 000 demandes déposées, on a eu 8 000, donc près de moins de 2 tiers qui ont reçu une offre d'admission, et seulement 1 tiers sur les 12 000 se sont effectivement ensuite inscrits à l'université. Donc, on voit ici, on fait vraiment une distinction entre les hommes, les garçons en bleu, et les filles en orange. On a bien pris soin de ne pas prendre de rose pour les filles, pour des raisons évidentes de biologie. Donc, on voit que vraiment, les filles déposent un peu dans la lignée de ce qu'a amené tantôt Stéphane,
les filles déposent toujours plus de demandes d'admission que les garçons. Donc, on voit vraiment les effets de massification, de démocratisation. Et on voit qu'au fur et à mesure des étapes, demande d'admission, offre d'admission ou inscription, les filles restent toujours plus majoritaires que les gars au niveau du collégial. Au niveau universitaire, on a à peu près le même constat, que ce soit au niveau des demandes d'admission, des offres d'admission, et ensuite des inscriptions. On voit que les filles restent toujours plus majoritaires que les gars. Quand on regarde maintenant les pourcentages d'hommes selon les classifications des programmes d'enseignement, on voit ici pour tout ce qui est sciences, administration, puis ensuite sciences et technologies, médecine, on voit vraiment la répartition, par exemple mathématiques, informatiques. Au niveau du cégep, les garçons sont majoritaires à 89%. Au niveau de l'université, ils sont à 83%. Et on a fait vraiment en descendant, en s'apercevant que c'est vraiment en sciences sociales, par exemple, que ce sont les garçons, là où ils sont le plus minoritaires. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a fait des années de survie. C'est-à-dire qu'on a regardé à partir du moment où ils ont fait une demande d'admission, ils ont reçu une note d'admission, puis ensuite ils sont inscrits à l'université. Comment ça se passe pour eux tout au long jusqu'à l'obtention ou non du diplôme. Donc, durant le suivi qui s'est fait du premier trimestre d'inscription à l'automne 2015, qui est vraiment notre période d'observation qui finit à l'été 2021, ça représente 18 sessions. Là-dedans, on inclut les sessions d'été. Donc, ça représente 6 ans, que ce soit au collégial ou à l'université. Donc, dans le suivi, la personne étudiante peut suivre 4 types d'événements. Premièrement, elle peut obtenir le diplôme. Ça, c'est l'événement d'intérêt pour nous. Ou elle peut changer de programme, qui est l'événement concurrent, ou elle peut abandonner le programme, qui est un autre événement concurrent, ou elle peut être toujours aux études, ce qui représente une censure à droite. Donc, les analyses ont été faites à l'aide de modèles de suivi de risques concurrents. Donc, si on y va, premièrement, avec des programmes préuniversitaires, donc ça représente 9 programmes universitaires qui sont indiqués ici. Ici, ce que vous avez, c'est que ça représente 5 sessions, donc un peu moins de 2 ans. Ici, vous avez les sessions. Et ici, vous avez les effectifs, et on s'aperçoit que les lignes continues bleues, on voit que c'est là où il y a le plus de diplomation pour les hommes, et on voit que la ligne orange, c'est pour les filles. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais les pointillés plus longs ici, ça représente les changements de programme. Donc on s'aperçoit que dans les programmes préuniversitaires en Estrie, c'est à partir à peu près de la 2e session qu'il y a des changements de programme. Pour les gars et pour les filles, puis ensuite ça se stabilise. Et ensuite, la 3e courbe, qui sont les pointillés plus petits, on voit les abandons de programme. Donc on voit que c'est dès la 2e session en Estrie que ça commence, que là les abandons augmentent rapidement et ça se poursuit. Et là on voit que généralement, ça prend à peu près 5 sessions. Les gens diplôment au temps prévu, mais il y a des gens qui diplôment bien après, au niveau du préuniversitaire au collégial. Le seul élément qui est significatif ici, c'est vraiment l'abandon de programme entre les garçons et les filles, avec un seul explication à 0,1. Au niveau du cégep technique, donc c'est à peu près 8 sessions, un peu moins de 3 ans, on voit que c'est vraiment la plupart diplômes dans les temps prévus, que ce soit les garçons et les filles, un peu plus pour les filles, et que ça se poursuit vraiment jusqu'à la 18e session. Jusqu'à 18 sessions. Et on voit aussi que les courbes d'abandon des changements de programme sont pas mal similaires à celles du préuniversitaire. Là aussi, on voit que c'est au niveau de l'abandon de programme à partir du premier trimestre d'inscription à l'automne 2015 que les statistiques sont significatives. Si on regarde maintenant à l'université, dans l'université, on a décomposé ça en trois blocs. Le premier bloc, c'est droit et administration. Donc, droit et administration, c'est sur 3 ans. Ici, c'est uniquement l'Université de Sherbrooke. Donc, on n'a pas les données. Au moment où on a préparé la communication, on n'avait pas encore les données pour Bishop's University. Donc, on voit que c'est normalement sur 3 ans, donc 9 sessions. Et on voit ici vraiment que c'est au niveau de la 8e, 9e session, donc dans les temps prévus, que les garçons comme les filles diplôment et qu'il y a très peu d'abandon. Et des abandons et très peu de changements de programme. Quand on regarde maintenant les programmes composés en éducation, donc
très large, c'est l'enseignement au préscolaire primaire, l'adaptation scolaire sociale, secondaire, longue seconde, éducation physique et santé, qui sont, comme vous savez, des programmes de baccalauréat en 4 ans. Donc, sur 11 sessions, un peu moins de 4 ans, on voit que ils diplôment presque tous quasiment dans le temps prévu, avec certains qui prennent un peu plus de temps. Et on voit aussi que les abondants commencent très très tôt dans les programmes d'études, puis qui se poursuivent tout au long jusqu'à peu près la 8e session, 8e, 9e session. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le cas de médecine. Donc, ça rejoint pas mal ce qui a été dit auparavant par mes deux collègues, sur 4 ans, donc 12 sessions, tac. Très très peu d'abondants et aucun changement de programme. Donc, on est vraiment aussi dans la cohérence de ce qui avait été amené auparavant par mes collègues. Quand on prend maintenant génie, on prenait génie aussi parce que c'est un des programmes où il y a le plus de gars à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est aussi un programme de 4 ans sur 13 sessions. On voit vraiment que la majorité diplôme dans les temps prévus et qu'il y a des abondants qui arrivent très très tôt, mais qui finissent rapidement à partir de la 5e session à se stabiliser. À partir de ces analyses de survie avec des incidences cumulées, on a fait ensuite des modèles de régression. Donc, on a appris parmi toutes les données administratives disponibles, on a se concentré sur cet horizon temporel-là un an plus tard, parce que c'était les seuls qui étaient disponibles c'était les seuls où on pouvait avoir les programmes de génie. Puis on voulait absolument avoir les programmes de génie parce que c'est là où les gars sont les plus représentés. Parce que vous voyez, par exemple, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, on ne les dispose pas. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que quand on fait des modèles statistiques qui incluent un effet aléatoire sur le programme collégial technique, donc inscription en automne 2015, un an après la date de fin prévue, on voit que c'est davantage la cotère qui a une incidence sur l'obtention du diplôme un an plus tard, et pas tant le genre. Okay? Donc c'est vraiment la cotère, parce que pour le seul signification. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a regardé l'interaction avec fréquenter un programme où il y a 50%, plus de 50% d'hommes, et un programme, puis ensuite on a fait interaction le genre, fréquenter un programme où il y a plus de 50% d'hommes. Est-ce que c'est le fait de fréquenter comme homme, fréquenter un programme où il y a plus de gars, ça peut favoriser, augmenter la chance de diplômer un an plus tard, et on s'aperçoit que ce n'est pas significatif. Donc c'est vraiment la cotère qui fait une différence à ce niveau-là, au niveau du collégial technique. Quand on regarde les programmes universitaires, on s'aperçoit là aussi, pour les programmes universitaires, on s'aperçoit que c'est vraiment la cotère aussi qui fait une différence dans le fait de diplômer un an plus tard. On voit aussi que l'âge vient jouer, dans le fait que plus on est âgé au moment de la demande à la trimestre d'inscription en 2015, moins on a de chances de diplômer un an après la fin prévue des études. C'est vraiment la cotère qui fait une différence. On voit que l'interaction sexe, fréquenter un programme avec plus de 50% d'hommes fait aussi une différence. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on peut avancer que le fait d'être dans un programme où il y a plus de 50% d'hommes, ça peut avoir une influence pour un gars de diplômer un an après la fin prévue des études. Donc ici, on a repris les cotères, pour finir, on a repris les cotères des garçons et des filles pour les 2 ans d'enseignement collégial et universitaire, et universitaire, technique, université. Et on s'aperçoit que les cotères des filles sont toujours en moyenne plus élevées que celles des garçons, et que la différence est vraiment significative. Donc, ce que ça nous amène, je n'ai pas prévu de diapositives conclusives parce que je pensais avoir beaucoup moins de temps que ça avec tous les résultats qu'on avait. Mais ce qu'on peut voir, c'est que vraiment, nos résultats, à date en tout cas, ne montrent pas une différence importante au niveau du genre, en tout cas pour les établissements d'enseignement en Estrie, et que c'est surtout la cotère qui fait une différence dans le fait de diplômer au terme des études. Et donc, ça vient vraiment en particulier avec les présentations de mes 2 collègues précédents, montrer que la performance scolaire, c'est vraiment ce qui est l'élément, la variable la plus importante qui fait différence dans la persévérance et dans la diplomation des études
Donc, je rejoins vraiment les conclusions, notamment en particulier celles de Stéphane, où il y a vraiment une sorte de ségrégation qui est à jouer, qu'il y a vraiment une sélection très forte qui se fait, et qu'il y a vraiment une réflexion qui doit être menée au niveau des politiques publiques en éducation pour vraiment plus de justice sociale et d'équité dans l'accès et surtout la persévérance et la diplomatie dans les études. Mon analyse à moi, c'est que je pense que oui, elles sont meilleures que les gars pour se rendre à l'université, mais qu'il y a vraiment, d'un point de vue qualitatif, c'est l'orientation scolaire qui se fait précédemment au secondaire puis au collégial. Je rejoins ce que disait tantôt Canisius, qu'il y a vraiment une sorte de division sexuelle au niveau des programmes puis des programmes de formation, et que c'est rendu à l'université que là, elle se réalise que je suis peut-être très bonne, j'ai peut-être une très bonne cotère, mais puis que j'ai pu rentrer en droit, par exemple, ou en génie, mais que finalement, c'est pas là où je veux aller, que je serais peut-être plus à ma place dans des programmes en enseignement, en éducation, par exemple, parce que à ça, moi, ce que je vois aussi, c'est que se rajoute, si je deviens médecin ou si je deviens enseignante, très prosaïquement, là, au niveau de la conciliation famille-travail, ça fait une différence. Et ça peut rentrer en ligne de compte pour une fille, je pense, de se dire que travailler comme médecin urgentiste versus travailler comme enseignante, où comme j'ai beaucoup entendu d'étudiantes me dire, j'ai 2 mois de vacances, là, ça peut faire une différence. Et là, je trouve que c'est vraiment dommage pour les filles en tant que telles, parce qu'il y a vraiment une réflexion qui se passe, qui dépasse largement le cadre de l'éducation à l'université. C'est vraiment la place qu'on veut donner à toutes les personnes dans la société une fois qu'elles vont rentrer en carrière, parce que c'est bien beau de rentrer plus facilement à l'université, de performer, de diplômer, mais après, il y a comme un sorte de plafond de verre quand il y a l'insertion professionnelle, où là, tu es rejoint par des facteurs de réalité. Là. Dans la discussion, j'allais dire, c'est vraiment quand même particulier que le thème de ce premier bloc-là, c'est l'accès. Et puis, il y a 3 communications qui ont porté sur les inégalités. Alors, c'est déjà dans un champ de préoccupation qui est vraiment particulier, c'est-à-dire que quand on parle d'accès aux études universitaires, on parle pratiquement forcément d'inégalités. Sous plusieurs angles, sous celui du capital culturel hérité, sous l'effet du capital économique hérité, sous celui qui a été à peine évoqué par Stéphane, du capital social, mais aussi les inégalités de genre. Je pense qu'on les retrouve là. Et c'est très, très, très important de venir qu'à statuer ou à avancer sur ces questions-là, parce que Canisius rappelait la question de l'importance quand on parle d'inégalité, de se pencher sur des pistes de solutions. La chaire qui co-organise le colloque a cette préoccupation-là d'accompagner la politique et tout ça. Mais les politiques vont être assez différentes si c'est des inégalités qui sont fondées sur le revenu, ou alors on a des inégalités qui sont fondées sur la question du capital culturel ou simplement sur l'appartenance de genre. Donc, là, il faut régler cette question-là parce que ça n'amènera pas, et Stéphane nous le rappelait, là, au même type de politique. Ce qu'on comprend aussi de plusieurs communications, c'est que les inégalités se manifestent là, dans l'accès à l'université, mais qu'elles se passent, en fait, bien avant, et que de faire des politiques sur l'inégalité en pensant travailler seulement au niveau universitaire, on évacue une grande partie du problème. Ça se passe bien avant, puis souvent même à l'accès à l'école primaire. Bon, sans vouloir plugger mes travaux, là, une des choses que j'ai fait avec un de nos étudiants, Marc-Antoine Fournier, sur l'accès le passage du primaire au secondaire. Et ce qu'on examinait, c'était la question de la ségrégation. Et on a eu encore là des données assez particulières de l'ensemble du moment du temps où ça s'appelait une commission scolaire. Et il y avait quatre écoles secondaires là-dedans. Et on prenait les élèves avec une mesure normée de leur performance en 6e année. Et puis à la fin de la 2e secondaire. Et on regardait en contrôlant pour le diagnostic HDA, le milieu et tout ça, le genre. Et les élèves qui étaient dans des classes ségrégées, c'est-à-dire
plus faible, où il y avait beaucoup de... Et c'était une analyse au niveau de la classe, et non pas au niveau de l'école, c'est ça qui avait vraiment de particulier. Et les analyses qui se retrouvent, les élèves qui se regroupés dans des classes faibles avaient 6 points de différence de moins. Ça veut dire que c'est la différence entre 62 puis 56 passe pas pour les élèves qui sont sur le bord. Et ça, de 6e année à secondaire 2. Donc, il déclinait beaucoup. Et ce que ça nous disait, c'est que dans les vocations particulières et tout ça, et ce qu'on a regardé aussi dans les écoles, c'est que le problème, c'est pas tellement, et on abordait la question tout à l'heure des vocations ou d'offrir une diversité, un projet sportif, un truc comme ça. Le problème il est dans l'organisation scolaire. C'est que quand on offre un projet sportif, les écoles, et nous, on avait la chance, on avait 3 écoles qui fonctionnaient comme ça, où quand ils offrent un projet sportif, ben là, les élèves qui sont dans ce projet-là, ils sont tous ensemble en mathématiques, en français, alors qu'il y a une des écoles qu'ils se cassaient un peu, c'était un peu plus difficile d'organisation. Mais il y avait beau être dans le projet sportif, en mathématiques, ils étaient tout le monde ensemble avec les autres groupes, ils remixaient. Et donc là, ça prend un peu plus d'énergie de faire ça. Mais les élèves pouvaient avoir accès ou non à des projets de tout ça. Et c'est juste une volonté, une conception. C'est pas beaucoup plus cher, un peu plus long à faire les horaires, un peu de contraintes, mais ça fait en sorte que quand ils sont dans les classes de maths ou de français, là, il y a des classes hétérogènes et les élèves faibles ont des... Donc, il faut vraiment commencer à réfléchir dans ces termes-là. L'idée, c'est pas de donner exactement le même enseignement pour tout le monde, c'est une piste de réponse à la question, mais de trouver des modalités d'organisation qui font en sorte qu'on peut créer de la mixité malgré certaines individualisations. L'autre chose sur les questions de genre et tout ça, ben on s'étonne aussi de voir, et là aussi, de voir ces effets d'interaction-là qui sont intéressants, qui vont être à approfondir, mais avec des données très riches, et Stéphane, on pourra s'en reparler pour les suites de l'analyse, mais et là de voir aussi que c'est pas quelque chose qui réside sur le chromosome X ou le chromosome Y. Hein, c'est des choses qui viennent aussi de socialisation et tout ça, mais qu'il y a des aspects de la socialisation qui sont assez forts. Et une des pistes aussi, sur la persévérance des garçons notamment, c'est le fait que, encore aujourd'hui, il est beaucoup plus facile pour un homme de sortir sans diplôme et de se trouver un boulot payant que pour une femme. Et les filles l'ont bien compris. Et c'est pour ça qu'elles ont beaucoup intégré dans leur socialisation l'importance d'aller chercher un diplôme, alors que les gars l'ont beaucoup moins intégré parce qu'ils sont capables de s'en tirer, malgré tout, sur le marché du travail encore. Et donc, ça se passe en amont, mais ça se passe en aval aussi, dans les projections, dans les anticipations. La fille sait très bien que si elle ne va pas chercher son diplôme, elle va être désavantagée ou elle va être moins autonome. Tout ça. Voilà.